Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand Entretien, votre rendez-vous politique mensuel. Ce soir, nous recevons le président du groupe UC-FLNKS au Congrès, Roch Ouamitan. Roch Ouamitan, bonsoir. Bonsoir. Durant toute cette émission, nous allons aborder trois grandes séquences. Les questions d'actualité, nous posons la question sur le rôle de l'UC dans la défaite du candidat indépendantiste Louis Mapou aux législatives. Vous êtes aussi le grand chef de Saint-Louis et nous ne pouvions pas passer à côté de ce sujet qui a énormément été abordé par les candidats loyalistes aux législatives. Lundi, je vous ai suivi lors d'une réunion entre coutumiers, mairie du Mont-d'Or, État et jeunes porteurs d'un projet. C'était la première d'une longue série. Vous en saurez plus tout à l'heure. On vous a souvent entendu parler de l'État de manière véhémente. On essaiera de savoir si vous voulez un avenir apaisé pour le pays. La Nouvelle-Calédonie pourra-t-elle vivre économiquement sans l'apport financier de la France? Vous estimez que oui. Le MEDEF n'est pas d'accord. Vous l'entendrez dans la rubrique Mon pays. Mais avant cela, on commence par votre portrait. Roch Ouamitan, vous avez 66 ans, vous êtes père de 4 enfants et vous êtes président du groupe UC-FLNKS et grand chef de la tribu de Saint-Louis. Alors là, on va voir une photo, on voit une photo de vous quand vous étiez tout petit. Vous pouvez nous expliquer ce que l'on voit? Oui, alors c'est une photo qui a été prise à Ounia. Donc les deux, bon, je suis tout à fait à l'extrême droite là. Vous êtes à droite, d'accord. Voilà, je suis à droite et les deux, ce sont deux cousins de la famille Ndiawari. D'accord, vous étiez quel genre d'enfant? Là, il me semble que j'avais à peu près 3-4 ans. J'étais quelqu'un de... D'après ce qu'on m'a dit, j'étais très calme. Voilà. Alors la prochaine photo, on vous voit avec Paul Néaoutine. Voilà, c'est une photo qui a été prise, il me semble, si je ne me trompe pas, c'était à Annecy, ça devait être en début 74. Donc nous étions tous les deux étudiants à la faculté de droit et de sciences économiques de Lyon. Et on allait souvent donc dans la région, notamment à Annecy, on avait pris cette photo là, qui nous montre tous les deux à Annecy, donc 40 ans, ça fait longtemps déjà. Vous avez choisi l'économie, pourquoi l'économie? L'économie, parce qu'en fait, on m'avait conseillé de faire l'économie, parce qu'en fait, moi j'ai fait un bac A, bac littéraire, latin, latin philosophie, et j'étais au séminaire au grand séminaire Saint-Paul. Oui. Et ensuite, lorsqu'ils ont fermé le grand séminaire, donc on nous a orientés vers les universités en France. Oui. Et en fait, c'est Jacques Yekawé, qui revenait d'ailleurs de ses études à Bordeaux, qui m'a conseillé de prendre cette branche, la science économique. Oui. Alors la prochaine photo, on vous voit avec votre grand-père, le député Roch Pidjo. Oui, c'est ça. Donc je suis à gauche, donc il y a Marc Cagnan qui est là, donc mes grands-parents, M. Roch Pidjo et ma grand-mère scolastique Pidjo, née Tonia. Vous étiez où là? Et Zimako qui est tout à fait à gauche là. Moi, je suis entre ma grand-mère et Marc Cagnan ici. D'accord. Et c'était en Corse, c'est bien ça? Ça, c'était en Corse parce que nous avons, mes grands-parents ont été invités par Marc et Zimako, Jacques Zimako. Et nous sommes allés passer quelques jours avec eux parce que nous avons aussi des liens familiaux. Puisque la maman de ma grand-mère, elle est de Dououlou. Vous avez commencé votre carrière politique en devenant assistant parlementaire de votre grand-père, le député Roch Pidjo. Qu'avez-vous appris de cette expérience au cœur d'une institution française? Ça m'a permis en fait de découvrir le monde politique là-bas, donc institutionnel, donc au niveau du Parlement. J'y étais pas tout le temps, hein, puisque à ce moment-là j'étais étudiant donc à Lyon. Mais après j'ai fait l'école le centre d'études économiques et bancaires de la Caisse centrale de coopération économique à Paris. Et donc là, j'étais plus proche de lui. Et donc, je l'ai suivi donc, en tant que, on va dire, attaché parlementaire ou chargé de mission, puisqu'il avait son attaché officiel, quoi.
Mais moi, j'ai travaillé avec lui, donc je travaille sur ses discours, les dossiers qui intéressaient la Nouvelle-Calédonie. Donc ça a duré quelques années. Bon, c'était un poste plutôt à mi-temps, bénévole, quoi. D'accord, alors on va finir avec une dernière photo assez connue, celle-là. Oui, alors là, c'était le 5 mai 1998, la signature de l'accord de Lomé, puisque à l'époque, j'étais président du FLNKS. Et donc, je conduisais la délégation du FLNKS aux négociations politiques que Alain Juppé avait ouvert le 9 octobre 1995, donc suite à la lutte pour l'accès à la ressource pour les îles du Nord. Donc ça a freiné les négociations, que nous avons repris fin 97, début 98, et là donc c'est la signature officielle, la cérémonie de signature. D'accord, vous êtes donc signataire de l'accord. Vous estimez que cela vous donne une responsabilité particulière dans la préparation de 2018 ? Eh bien, évidemment, oui. Évidemment, c'est pour ça que je tiens à respecter ma signature. Bon, c'est vrai que j'ai signé au nom du FLNKS, puisque j'étais président du FLNKS, mais je tiens je suis, pour moi-même, enfin, personnellement, je suis engagé donc, par rapport à cette signature. Et donc, j'irai jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire que tant que j'aurai de la force, ben, j'irai jusqu'au bout pour défendre l'application de cet accord que nous avons signé en 1998. D'accord, nous aussi, nous allons continuer avec les questions d'actu. Nous revenons sur les résultats des législatives et notamment sur la défaite du seul candidat indépendantiste, Louis Mapou. Louis Mapou, candidat indépendantiste dans la deuxième circonscription, a perdu face à Philippe Gomez au second tour des législatives. Dès le départ, l'UC avait dit qu'il ne s'impliquerait pas dans ces élections nationales et donnait aucune consigne de vote. Est-ce que cette non-implication de l'UC a favorisé la défaite du candidat indépendantiste Louis Mapou et en même temps ce fort taux d'abstention ? Je ne pense pas. Le problème de l'engagement du FLNKS pour les élections législatives, présidentielles, etc., a toujours été, c'est une question récurrente hein, depuis 84-86, au moment où le député Pidjou, donc mon grand-père que nous avons vu là à l'écran, donc a laissé son mandat, a terminé son mandat en 1986. Donc, le FLNKS avait pris une position de principe, donc compte tenu du fait que nous étions dans un combat pour l'accession du pays à l'indépendance, donc il fallait quelque part couper les ponts avec toutes ces élections-là qui, à la limite, entre guillemets, ne nous concernaient plus. Vous avez perdu une tribune pour 2018 ? Non, mais ça, on ne revient pas dessus, parce que c'est une position de principe qui a été prise en 86, on ne revient pas dessus. Bon, après, c'est vrai, en fonction du contexte, le FLNKS a toujours hésité. Alors, un coup, il y allait, un coup, il n'y allait pas. Mais à partir du moment où il y a eu une position de principe, il ne fallait plus y aller. Bon, après, maintenant, les uns les autres, puisque nous sommes un front, donc il y a plusieurs partis, il y a des discussions et tout. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ça s'est passé comme ça, à chaque fois, on se réunit, et puis il y a toujours un parti, des fois, qui n'y va pas, ou qui décide d'y aller, voilà. Donc là, cette fois-ci, ça s'est passé pareil. On n'a pas été jusqu'au bout de la discussion. Là où on a commis, pour moi, une erreur, c'était au congrès de Nimbaï, donc le 4 ou le 5 mars dernier. C'était à ce moment-là qu'il fallait aller jusqu'au bout de la discussion pour prendre une position de principe, une position commune, pour pouvoir y aller ensemble. Or, c'est une décision elle n'est pas commune alors, cette décision? Ben non, puisque qu'est-ce qu'on a décidé finalement? On a dit, on laissait libre les groupes de pression du FLNKS, puisqu'on n'est pas arrivé jusqu'au bout de la discussion. Donc c'est ce qui a été dit, c'est que on s'est arrêté de discuter et puis on laissait libre. Donc chacun est parti libre, librement, comment affronter ces élections. Les loyalistes en ont fait une tribune pour 2018. Ça c'est leur problème, ça c'est pas notre problème. Nous on est quand même, s'il faut revenir, voyez, s'il faut revenir sur la décision, il faut que ça vienne devant un congrès du FLNKS, comme ça s'est passé donc en 84, 85, 86. Donc à ce moment-là, il faut revenir devant le Congrès et puis décider une fois pour toutes si on participe à ces élections nationales ou pas. Voilà. Mais ce manque d'unité, ce n'est pas un mauvais présage? Non, je ne pense pas, parce que vous savez, nous les Kanaks, arrivé au moment donné, il faut quand on sent la nécessité de se mettre ensemble, on se met ensemble. Il n'y a pas de problème avec ça. D'accord. Alors l'UC dit ne pas faire campagne donc pour 2018. Est-ce qu'elle a perdu une belle occasion de se faire entendre? Lucie?
Oui. Non, on fonctionne comme ça depuis 31 ans, depuis 1986. Et depuis 31 ans, on a quand même fait des choses, non? Entre-temps, on a signé l'accord de Nouméa, on a porté nos revendications à Paris, au niveau du Parlement, au niveau du Sénat, etc., au Congrès de Versailles et tout. On n'a pas eu besoin d'un sénateur ou d'un député, où on est allé. Donc, à la limite, on se demande à quoi ça sert. Mais bon, s'il y en a d'autres personnes ou il y a des responsables qui estiment qu'il faut y aller parce que voilà, c'est important et tout ça, à ce moment-là, il faut qu'on en discute. Il n'y a pas eu de discussion. Et puis, c'était compliqué quand même parce qu'on a toujours ce problème du découpage électoral. Le découpage ne nous favorise pas. Il faut savoir que ce découpage passe quoi? Donc, il date des années 86, là. Eh ben, c'était un découpage qui a été fait contre nous, de façon à ce que les deux députés, et puis, non, c'est plutôt les deux députés, donc ce sont des deux députés de droite, donc, dont l'indépendantiste. Il n'y a jamais eu de changement. Jean-Marie Tjibaou, est-ce qu'il a discuté, est-ce qu'il a pu aborder la question à l'accord de Matignon et au Duno? J'en sais trop rien. Voilà, puisque je n'ai jamais entendu parler de ça. Nous, en 98, on a tenté d'amener la question sur la table, puisque entre-temps, donc entre 88 et 98, une fois ou deux, on est allé aussi. On a tenté d'amener la question du découpage, du redécoupage, de façon à donner un député indépendantiste et un député non indépendantiste. Ils n'ont jamais voulu, donner suite à cette demande que nous avons sollicitée à ce moment-là pour la discussion. On n'a même pas pu, à peine qu'on avait posé la question sur la table, Jacques Lafleur l'a écarté. Voilà, il a écarté cette question-là. Ça veut dire que la question du rééquilibrage, parce que c'est lié au rééquilibrage, cette affaire-là, quelque part, ils n'ont pas été jusqu'au bout aussi pour l'application du rééquilibrage. Voilà. On ne parlera pas de rééquilibrage, mais plutôt de l'après 2018 à la fin de cette émission. Mais tout de suite, on va passer à la prochaine rubrique, les questions qui fâchent. Monsieur Wabitan, la première question qui fâche de Gérard Baillet, vice-président de l'association des Mandoriens. Monsieur Roquamitan, vous vous présentez comme le grand chef de la tribu de Saint-Louis. Vous incriminez l'État à chaque débordement dans votre tribu. Pourtant, plus d'1 milliard de francs ont déjà été investis dans la tribu, soit plus d'1 million par habitant, adultes et enfants. Alors, en qualité de grand chef, qu'avez-vous l'intention de faire pour améliorer les relations entre la tribu et les Mondoriens? Monsieur Wabitan, votre réponse? Il faut, je pense que tout d'abord, ramener le calme et la sécurité à l'intérieur de la tribu. Donc, voilà, rappeler que bon, tout ce qui s'est passé depuis le mois octobre, 29 octobre l'année dernière, est venu des forces de l'ordre. Ce sont les forces de l'ordre qui ont abattu quand même un jeune. Voilà, il n'est pas mort comme ça. Hein, voilà. William Décoré. Donc après, il y a eu des débordements, la colère qui a été exprimée, tout ça, et nous, il a fallu qu'on calme tout ça. Donc, mais nous n'avons pas attendu ces événements-là pour déjà mettre en place tout un dispositif avec la commune et la province et évidemment l'État dans le cadre des contrats d'agglomération. On va revoir. Donc on va peut-être en revenir juste après. Voilà. Et donc c'est à l'intérieur des contrats d'agglomération, donc avec des cofinancements province, commune et État, que nous allons enfin pouvoir nous occuper quand même de cette jeunesse de Saint-Louis qui est nombreuse. Voilà. Et beaucoup donc, sont sortis du système scolaire assez jeune. Et là, une bonne partie, on va dire, peut-être pas une bonne partie, mais c'est une grosse minorité, on va dire, donc ont dérivé vers la délinquance. Donc il faut absolument s'en occuper. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut s'occuper d'abord de ces jeunes-là, et puis tout doucement, par voie de conséquence, j'allais dire, ça va favoriser, si vous voulez, la question de Monsieur le Président, c'est-à-dire comment faire pour pouvoir améliorer les relations avec la tribu, le monde. Je rappelle tout simplement que cette tribu-là, elle était là depuis l'arrivée des missionnaires. Hein. Donc ça fait déjà 163 ans que la tribu elle est là. Les autres sont arrivés après. Bon, il faut aussi quelque part qu'ils sachent que ici il y a une tribu. Voilà. On va en reparler, mais il y a une autre solution. On parle d'une voie de contournement qui doit avoir le jour. Comme son nom l'indique, elle doit contourner la tribu de Saint-Louis et passer directement de la Coulée à Boulari. Un projet d'1 milliard de francs financé par la Nouvelle-Calédonie, la province sud et l'État. Est-ce que vous êtes favorable à ce projet? Non, nous sommes favorables, il n'y a pas de problème. Comme la route de contournement, ça ne date pas d'hier, ça fait déjà comme une dizaine d'années qu'on en parle. Nous, ce que nous avons dit, c'est quoi? La route de contournement
OK, parce que ça va favoriser aussi la sécurité interne. Je rappelle que cette route qui traverse la province a déjà fait des dizaines de tués. Tués par la route, hein, sur la tribune Saint-Louis. C'est pas par rapport à... Non, ce sont des accidents de voiture. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une dizaine d'années de ça, nous avons saisi le président de la province, qui était à l'époque Philippe Gomez, et c'est avec lui que nous avons mis en place un comité de pilotage justement pour nous occuper des besoins de cette tribu et de la route. Et c'est comme ça qu'ils ont donc aménagé cette route. Mais déjà à ce moment-là, nous avons parlé de la voie de contournement. Alors nous, sur le principe, nous sommes d'accord pour réaliser le contournement de la route par la mer. La seule condition que nous avons émise, et ça nous n'allons pas lâcher dessus, hein, c'est que nous ne voulons pas faire en sorte que ça se passe comme à la Conception. Parce que la voie de dégagement de la Conception a complètement pulvérisé donc, tout le littoral de cette ancienne baie qui était vraiment une belle petite baie de la Conception où était installée à l'époque la tribu. Et regardez comment ça se passe. Bon, c'est bien, on est tranquille pour rouler sur cette route. C'est une question écologique alors que... C'est une question écologique et puis c'est une question aussi d'environnement. Vous savez ce qui se passe à l'heure actuelle? Cette baie-là, elle est en train de s'envaser. Cette baie de la Conception. Donc, détruire le littoral pour favoriser une route de contournement, nous on dit non. On est d'accord sur le principe de la route, mais pas comme ça s'est fait à la Conception. C'est-à-dire que nous, ce que nous souhaitons, c'est de placer la route sur un tablier de façon à ce que l'eau puisse circuler librement et laisser les gens de Saint-Louis continuer à se nourrir de des produits de la mer. Parce que la plupart des gens de Saint-Louis tirent leur subsistance de l'agriculture et de la mer. Beaucoup sont pêcheurs. Donc ils vont chercher leur nourriture où? Dans la mangrove, sur le platier, etc. Si vous mettez une route exactement comme ça s'est passé sur la Conception, là, mais les gens vont aller pêcher où après? Ils vont tirer leur subsistance, d'où? Voilà, c'est... Pour résumer, donc, je suis d'accord pour la route de contournement, mais pas comme ça s'est fait à la Conception. D'accord. Allez, on vous a entendu. Lundi, nous avons assisté à la première réunion de suivi des contrats d'agglomération de Saint-Louis. Vous étiez présent pour représenter les coutumiers, mais il y avait également la mairie du Mont-d'Or, l'État et 4 jeunes, dont 2 sont de Saint-Louis. Depuis l'année dernière, ces 4 jeunes vont à la rencontre d'autres jeunes et moins jeunes de Saint-Louis pour entre autres, élaborer des projets. Nous étions la seule caméra présente. Regardez. Oui, ça va, Eric. Alors, ça va? Oui, c'est bon. C'est toi la star, hein? C'est ça aussi. Au-delà des dossiers qu'on traite et des chiffres, etc., ce qui m'intéressait beaucoup, c'est que vous rencontriez les jeunes. Voilà, c'est eux, parce qu'eux, ils sont charmants tous les jours. Voilà, vous allez découvrir des jeunes très impliqués dans leur démarche. C'est assez compliqué, donc il faut aussi que nous, on prenne le temps de bien poser, bien réfléchir nos actions. Et pas vouloir, j'ai envie de dire, avoir du résultat et de la précipitation. Voilà. Donc il faut vraiment que toutes les actions qu'on fait et qu'on pose, elles sont réfléchies et elles s'inscrivent dans la durée. Et j'ai envie de dire, elles sont au rythme aussi de la tribu. Autre donnée clé de la réussite du projet. Pour quelqu'un qui découvre la Calédonie, la notion du temps est quand même différente. C'est ça, oui. Donc je comprends qu'il ne faut pas aller trop vite. En même temps, si on veut vraiment que la confiance qui a été acquise, exactement ce que vous disiez à l'instant, qu'il n'ait pas l'impression qu'on aurait vendu du vent ou qu'il n'y a rien derrière, il faut peut-être que les actions produisent leurs effets suffisamment rapidement quand même. C'est toute la difficulté du projet. Oui, c'est ça. Il faut trouver le bon tempo. Le bon tempo. Cette impression de ralenti, là, ça c'est dans tous les débuts, c'est comment c'est ce qui va se sentir. On peut faire n'importe quel projet. Chaque début de projet, dans les lancements, il y aura toujours cette impression-là. Pourquoi? Parce que on est en train de passer les choses. Là, pour vous donner un exemple, là, ce matin, j'ai trouvé des jeunes qui, il y a quelques temps de ça, ne savaient pas encore exactement quoi faire. Maintenant, il y en a, ils veulent se lancer dans la formation pour aboutir au statut d'intervenant. Je leur ai donné rendez-vous ce matin, on s'est retrouvés là, leur donné, il a été respecté. Et puis là, moi, j'ai pu me libérer pour venir. Eux sont là, on va installer
c'est des jeunes de Paris. Je dis, il y a plein de papas, de mamans de la tribu qui ne pensaient pas. Qui ne pensaient pas que ça allait venir. Ils pouvaient, non seulement ils peuvent être responsables, mais que ça commence à ce jour-là arriver. Ça c'est arrivé. Et maintenant, eux, les choses, petit à petit, là, d'ici la fin de l'année, ça va aller de plus en plus vite. J'ai dit, on parlait de temps, mais ça, ce facteur-là, il prend son importance vraiment dans les débuts. Voilà, c'est ça. Une fois que les bases elles sont posées, après la case, on peut la couvrir et la recouvrir, ça ne va jamais rebouger. Quand tu regardes l'école maraîchère qui est à Saint-Louis, il n'y a pas de jeunes de Saint-Louis qui sont intégrés à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'ai réussi à mettre 6 jeunes mères de famille qui sont en train de faire l'entretien. Et il y aura 6 jeunes garçons, en moins de doute, qui doivent aussi intégrer l'école maraîchère. Ça revient un peu à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure avec les différentes interventions. C'est poser l'insertion sociale comme préalable à l'insertion professionnelle, quoi. Avant l'idée de les amener en entreprise, c'est est-ce que déjà tous ensemble on est capable de se dire qu'on va faire quelque chose de positif pour nous-mêmes au sein de la tribu avant de dire pour la commune. Mais déjà pour nous dans nos familles. C'est vrai que là, depuis un certain temps, il y a un gros travail qui a été fait par Poudja et Gabi parce que ils ont été capables d'amener vers eux des jeunes qui étaient vraiment difficiles, quoi. Oui, et puis il y a des moyens là, qui sont mis à disposition. Alors c'est facile à dire quand on est dans un bureau ici, leur travail, moi j'admire ce qu'ils font parce qu'ils sont en contact, mais il faut arriver à faire comprendre qu'il ne faut pas tout foutre par terre, parce que ça sera un échec pour tout le monde, ça sera un échec en premier lieu pour les jeunes de la tribu. On avait indiqué, nous, en disant les fenêtres de tir sont là, sans mauvais jeu de mots, mais donc, je veux dire, voilà, c'est là, c'est maintenant. C'est maintenant. Il ne faut pas qu'on se loupe, parce que je ne pense pas, honnêtement, qu'on aura de deuxième chance. En tout cas, comme là, avec toute cette énergie, tous ces moyens aussi, vous parlez de ressources, voilà. Donc on est conscient de tout ça. On entend Jérôme, celui qui pilote ce projet. Jérôme, oui. Jérôme Feugénie, oui. Dire qu'il ne faut pas qu'on se loupe, il n'y aura pas de deuxième chance. Vous pensez aussi que c'est le projet de la dernière chance? C'est-à-dire que, je vais résumer comme ça, l'ensemble des collectivités nous écoutent enfin. Voilà, nous écoutent enfin. Parce qu'on a hurlé dans les déserts déjà depuis pas mal d'années sans se faire entendre. Et je crois que je vais remercier M. le maire, parce que c'est Hériguet qui a finalement pris vraiment conscience. Et donc, dans les discussions qu'on avait entre nous, donc il a diligenté une étude faite par Emmanuel Desguerrand, que les gens de la promesse Nord connaissent bien. Il a fait cette étude qu'il a intitulée Émergence. Donc il a, dans le cadre d'une consultation tout azimut à l'intérieur de la tribu et à l'extérieur de la tribu, donc il a réalisé cette étude après avoir, entendu longuement les jeunes. Plus de 150 jeunes de Saint-Louis ont été entendus, interviewés et tout ça, et ils ont travaillé en atelier. Et ils ont fait sortir donc un certain nombre de projets. Les coutumiers, donc avec tous les projets qu'on avait déjà dans nos cartons depuis 20 ou 30 ans, nous avons aussi fait ressortir cet ensemble de projets. Et Emmanuel Desguerand donc a synthétisé tout ça dans le cadre d'émergence. Et c'est émergence, donc l'étude d'émergence avec toutes les propositions, donc qui émanent un peu de tout le monde, toutes les forces vives, si vous voulez, de la tribu de Saint-Louis, qui a nourri l'élaboration du contrat d'agglomération et notamment qui a donné suite donc, à ces 500 millions et quelques fléchés, dont la grande masse est fléchée sur les actions sur Saint-Louis. Que vous avez vu, on voit dans le reportage, mais c'est sur le tableau, au fond, là, voilà. Donc là, nous sommes en train de mettre en place. Nous avons été freinés, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la mort des 2 garçons. William Decoiré donc en octobre et Ramon Noraro donc en décembre. Donc ça a freiné, disons, la mise en place. Oui. Mais au comité de suivi, au comité des signataires donc, de novembre l'année dernière, donc nous avons acté cela. Nous avons acté et ces crédits-là sont réservés, sont assurés pour les 5 ans qui viennent. Oui, voilà. On entend, ce projet est fragile. Vous l'avez dit vous-même lors de cette réunion, le moindre faux pas peut tout faire tomber. On va écouter l'une de vos interventions. Il faut faire un petit peu attention que quand on essaie de faire tout ça, nous on essaye de faire avec leur appui, avec l'appui un peu à tout le monde, les associations, tout ça.
Voilà, ce qui s'est passé le jour-là, hein, donc avec la descente de la... C'était un incident qui nous a bloqués. Il faut essayer de... Voilà, parce qu'on peut tout dire. Bon, après, le colonel veut dire... Il ne faut pas aussi que les colonels, les responsables de l'ordre public, ils restent seulement que dans leur... dans leur canot, là, dans leur canal, quoi. Quand même, il y a quand même des choses qui sont rencontrées. Alors, une chose comme ça, ils viennent seulement que 30 minutes, tout s'effondre. Oui. Et voilà. Je prends votre position. En même temps, ce que disait le colonel l'autre jour, c'est qu'il y avait eu manifestement un appel, quelqu'un de la tribu qui a dit que le jeune recherché serait... Voilà, c'est ça. Voilà. Comment faire pour ne pas essayer de... Voilà. On ne dit pas qu'il ne faut pas faire, mais peut-être qu'il y a d'autres alternatives. Il faut arriver à doser. C'est ça. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas faire. Samuel Moïka, le dernier fugitif qui est toujours dehors. Vous, le maire et la gendarmerie, vous êtes peut-être en contact avec lui. Samuel Moïka, vous voulez attendre donc le premier anniversaire de la mort de William Décoré pour se rendre. Comment allez-vous le convaincre pour se rendre? Donc là, disons qu'on ne diffuse pas ce genre d'informations. Hein. Nous, on reste, disons, très discret sur nos façons de faire. Parce que là, c'est vrai que nous nous heurtons à la gestion des forces de sécurité, de la situation. Donc ça, c'est une compétence régalienne. Donc nous sommes, si vous voulez, en discussion avec eux tout le temps pour essayer de trouver les voies et les moyens et la meilleure façon quand il y a des personnes qui sont recherchées, des jeunes qui sont recherchés, donc de convaincre la famille, le clan, etc. Ensuite, évidemment, le jeune, de se rendre. Voilà. Donc vous dialoguez avec eux? Oui, on dialogue. Mais c'est la façon, parce que c'est un peu le sens de la discussion, que vous avez passé là. C'est une discussion qui concerne cette façon de gérer la sécurité, vous voyez? Oui, de gérer la situation. Parce que c'est une compétence régalienne, mais la gendarmerie ne peut pas faire toute seule les choses. Des fois, c'est un peu compliqué, parce que la situation, elle est délicate. Et puis, la gendarmerie, donc l'État, donc à la pression de l'opinion publique, des politiques, parce que nous avons entendu beaucoup de choses, pas très intéressantes, hein, qui ont été dites par certains candidats aux élections législatives, qui instrumentalisent quand même la situation de Saint-Louis pour parler de sécurité ou d'insécurité, le sentiment d'insécurité. Ce qui veut dire, c'est que nous sommes en discussion avec eux pour pouvoir faire en sorte que ça se passe dans le, que ça se passe pas dans le calme, mais disons qui ait moins d'effets négatifs par rapport à cette perturbation-là. Créé par ces jeunes à un moment donné, et ensuite il faut les rechercher, il faut convaincre, etc. Il faut parler avec eux. Donc c'est ça que la situation qui est compliquée, mais il n'en reste pas moins que, depuis tout ce qui s'est passé, donc depuis presque un an maintenant, disons, les autorités coutumières de Saint-Louis et la population a un peu marre aussi de ce qui se passe. Donc nous voulons de l'ordre, nous. Nous voulons de l'ordre au sein de la tribu, mais pour rétablir l'ordre, ce n'est pas les gendarmes qui vont rétablir l'ordre. Si, ils vont rétablir l'ordre en faisant des descentes et tout ça pour attraper, si vous voulez, les jeunes qui sont recherchés et les emmener au tribunal et ensuite au KS. OK. Mais quand je dis l'ordre, c'est tout ce qui va avec, qui va constituer, disons, une situation ordonnée et agencée dans le temps. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Comme qui, par exemple? Qui doit mettre de l'ordre? En fait, c'est quoi? C'est de répondre aux besoins de cette jeunesse-là. C'est un peu c'est l'objet de la discussion de lundi dernier. Je rappelle tout simplement que cette discussion-là fait suite au comité, un peu comme un comité de pilotage que nous avons mis en place suite à l'initiative du haut-commissaire. C'est le commissaire qui nous a demandé de venir pour constituer ce comité, pour pouvoir travailler spécialement sur la sécurité, donc sur la route provinciale, donc la sécurité sur la route provinciale et en interne de la tribune Saint-Louis. Et puis sur, le développement. Et quand je dis qu'il faut travailler dans un ordre de façon à arriver à une situation ordonnée de l'ensemble, c'est non seulement traiter le problème de la délinquance, qui représente une infime minorité. Ça représente à peu près une quarantaine de jeunes, c'est ça, pas plus. À Saint-Louis, vous avez 500 ou 600 jeunes. C'est une population qui est très jeune. Donc les autres, ils vivent comme vous et moi, ils vont à l'école, ils étudient, ils vont travailler, etc. Donc c'est de s'occuper d'eux, là.
de s'occuper de cette, comment dire, de cette population, de cette cohorte-là, qu'on va dire, et puis de s'occuper évidemment des autres comment dire, qui sont autour, comment dire, qui sont quelque part un peu aspirés voilà, autour de ces 40-là. Les autres, ils sont traités déjà. Il y a des dispositifs qui sont déjà prévus, bon, c'est l'école, etc., c'est des dispositifs d'insertion et tout ça, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est cette population-là. Donc une quarantaine, on va dire après, voilà, un peu plus élargi. Un peu plus difficile, d'accord. Vous voyez comment cette réunion dont vous avez assisté là, donc ça fait suite justement aux réunions que nous avons, maintenant c'est hebdomadaire. Donc vendredi qui vient là, ben, on va avoir la réunion au commissariat. Et donc c'est pour traiter justement cette population-là. Justement, nous avons une question Facebook de Cindy De Villers qui vous demande, Monsieur Ouamitan, comment expliquez-vous l'absence d'autorité sur vos sujets? Et est-il vrai que vous êtes désormais coincé, voire menacé par une poignée de hors-la-loi qui fait régner la terreur dans la tribu? Non, je vais rassurer la dame, c'est fini maintenant. Ça, on a traité ça déjà, on a réglé ça. C'est vrai que il y a eu un moment qui était horriblement difficile. On peut le comprendre, hein, avec la mort quand même de 2 jeunes de mort violente sur la tribune Saint-Louis. Donc ça, on peut le comprendre. Et bon, après, les jeunes s'expriment de façon violente. Donc après, il faut négocier, il faut traiter. Il faut traiter avec eux. On a traité, on a réussi à convaincre donc, un certain nombre de jeunes donc, de se rendre dans la gendarmerie. Ils se sont rendus. Bon, c'est vrai qu'il y a le cas dont on parlait tout à l'heure, là, qui reste à régler. On va le régler là dans les semaines ou dans les mois qui viennent. En tout cas, j'espère dans un temps très court. Maintenant, sur sur les menaces et tout ça, je ne sais pas, j'ai compris qu'elle avait parlé de... Si vous êtes coincé par une poignée de hors-la-loi. On n'est absolument pas coincé, on fait notre travail, c'est tout simplement. Voilà. Peut-être c'est de vue de dehors, peut-être ils estiment qu'on est coincé. Mais on demande quoi, nous, en tant qu'autorité coutumière? On demande qu'on nous donne un coup de main pour pouvoir régler ça. Parce que nous n'avons pas la compétence de maintien de l'ordre et de la sécurité à l'intérieur des tribus. On nous a enlevé cette compétence-là. Il y a déjà belle lurette qu'on nous a enlevé. C'est la gendarmerie. Mais la gendarmerie ne fait pas, ne peut pas tout faire. C'est ce qu'ils nous disent. Donc nous sommes en relation avec elle pour pouvoir, négocier et régler ces problèmes-là. Et nous le faisons tout doucement, puisque, je touche du bois, mais la situation sur Saint-Louis, elle s'est calmée déjà depuis au moins 3 mois. Quand on fait le point avec la gendarmerie tous les vendredis, enfin tous les 15 jours, c'est une réunion hebdomadaire. Bon, ils nous donnent pratiquement plus d'infos, puisqu'il n'y a plus de caillassage, il n'y a plus rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut, faut refaire. Mais disons, nous sommes en train de faire des choses, de prendre des initiatives, notamment avec la jeunesse, pour qu'on n'arrive pas, pour qu'ils n'arrivent plus à faire ce genre de bêtises, on va dire. Alors justement, la relation entre les jeunes et les coutumiers, vous en avez parlé toujours pendant cette réunion lundi. Regardez. Est-ce que ces jeunes-là s'inscrivent dans la coutume d'abord? Est-ce qu'ils respectent la coutume? Voilà. Et puis est-ce qu'ils sont en attente d'un fil conducteur ou d'appui de la part de la tribu, des chefs? Souvent on dit que les jeunes ils sont en perte de repère, de référence. Ouais. Mais c'est faux. Ouais. Bon, pour moi c'est faux parce que c'est faux parce que je vois comment ça se passe dans nos tribus. Par exemple, quand il y a des... là, en ce moment, par exemple, on a au moins 4 ou 5 mariages. Ouais. Voilà. Mariages, des deuils et tout ça. Mais les jeunes sont là. Ouais. Il y en a des petits groupes qui vont faire bande à part, quoi. Mais la masse des jeunes, quand ils sont interpellés, ils sont sollicités, ils sont là. Ouais. Donc ça veut dire que ça leur parle quand même. Ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des personnes, si vous voulez, qui sont complètement... perdu au niveau coutumier. L'intérêt maintenant que nous avons par rapport à l'étude dont parlait le maire et puis tous les crédits qui ont été fléchés sur Saint-Louis, l'intérêt c'est que nous avons ça déjà. On ne l'avait pas avant. C'est un sacré levier quand même, oui. Par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années. On a ça. Donc on peut répondre aux attentes, mais encore faut-il que ces attentes-là soient bien identifiées. Moi, je les vois un peu comme des agents de médiation. C'est-à-dire que nous, on voit cette multitude de problèmes, et puis, on a les leviers avec nous, et puis, on les a eux, mais comment on fait rencontrer tout ça?
Puisqu'à nous, moi, ils ne vont pas venir me voir pour me dire comme ça, eh, mais tonton ou nounou, on a besoin de ça, ça, ça. Non, ça ne se fait pas. Si, des fois, quelques-uns qui sont un petit peu plus hardis que les autres. Mais en général, ils ne le font pas. Ils sont bloqués par une forme de respect aussi. Donc on l'entend, les jeunes ne viennent pas vous voir directement, vous l'expliquez que ce n'est pas respect. Mais est-ce que vous avez toujours une autorité sur eux et est-ce que ce n'est pas problématique qu'ils aient peur des coutumiers? Ils ont un peu peur des coutumiers, oui, mais c'est comment dire, on peut expliquer ça, parce que quand on est jeune, on n'approche pas comme ça les autorités, hein, même nos propres parents. Quand on fait des bêtises, on a peut-être un petit peu honte, je ne sais pas, d'approcher les parents. Mais pour les autorités coutumières, il y a ça aussi. J'expliquais d'ailleurs à la réunion de lundi. Donc il y a cette, c'est pas une défiance, mais c'est une crainte, on va dire. Une crainte qui est tout à fait légitime, donc du fait qu'ils sont jeunes, et puis voilà, il y a les autorités. Les autorités représentent quand même quelque chose. Et il y a la partie aussi, on va dire, culturelle, ou moi j'ai appelé ça énergie spirituelle. Parce que nous sommes investis de cela aussi. Tous les chefs de la Nouvelle-Calédonie, c'est comme ça. Hein. On est investis d'un pouvoir coutumier, et qui dit pouvoir coutumier, dit pouvoir spirituel, des esprits des ancêtres. Et ça, les jeunes, ils le sentent, ça. Et il y a des moments où ça les freine, de venir vers nous. Je n'ai pas donné cet exemple-là, mais bon, je n'aurai pas le temps d'expliquer ça. Mais lorsqu'il y a eu la mort de William, j'étais en face de 350 jeunes, voilà, avec d'autres responsables. Et ils nous ont dit pas mal de choses. Mais quand on leur a dit, mais finalement, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Mais ils ont pas pu le dire. Ils étaient bloqués. Alors il y a un travail de proximité à faire avec les gens. Mais en fait, c'est pas notre travail, ça. Non, il ne faut pas mélanger les choses. Les autorités coutumières, donc, ils ont une chose à faire, on n'a pas que ça à faire, nous. Hein. On a à s'occuper des coutumes de mariage, des deuils et de ceci et de cela. Et il y a ce problème des jeunes, là. Donc, ce problème des jeunes, avant, dans la tradition, il y avait des personnes qui s'occupaient d'eux. Ce n'étaient pas les chefs qui s'occupaient d'eux. Ils contrôlaient, c'est tout, voilà, ils supervisaient. Donc, il ne faut pas mélanger les chefs à n'importe quelle sauce. Donc, ce n'est pas notre travail d'aller voir directement ces chefs. Mais par contre, il faut s'occuper d'eux. Et on a des personnes qui le font. Si, au sein de nos tribus, on n'a plus ces personnes-là, pour X raisons, eh bien, il faut se tourner vers ceux qui ont le pouvoir ou la compétence. Et qui a la compétence? Compétences techniques, compétences financières et juridiques, eh bien, la mairie. Donc, il faut aller vers la mairie, il faut aller vers la province, et puis le gouvernement ou l'État. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre, si vous voulez, en mouvement tout cela. Parce que pour la tribu de Saint-Louis, pour des tas de raisons, je ne vais pas revenir dessus, pour des tas de raisons, c'était une tribu un peu rebelle, on va dire, ou politiquement, je parle, voilà, toujours devant de la revendication politique, économique, etc. La tribu de Saint-Louis était quelque peu à un moment donné. Donc il faut remettre, si vous voulez, tous ces acteurs institutionnels, voilà, dans un mouvement. Et puis ensuite, comment faire en sorte que cette tribu-là, et notamment sa jeunesse, puisse bénéficier au mieux de façon à ce que les besoins de ces jeunes-là soient pris en considération, et puis les problèmes particuliers que nous rencontrons, dont les problèmes de sécurité ou de délinquance grave, ce qui représente une petite minorité de la tribu de Saint-Louis, eh bien, soient traités par les personnes compétentes, par les institutions compétentes, et puis qui mettent le paquet pour pouvoir arriver à donner une solution pour qu'enfin ces jeunes-là puissent avoir le sentiment d'être entendus. Alors on va poursuivre. On vous a vu en tant que politicien, en tant que chef coutumier. Et là, on va vous voir sous une autre casquette moins connue. Vous avez failli être prêtre. Et vous n'avez pas été jusque-là, mais vous êtes président du conseil pastoral de la paroisse de Saint-Louis. Vous en souvenez lors d'une formation de ministre extraordinaire eucharistique à Saint-Louis. On vous découvre sous un angle un peu surprenant. Regardez. Ça va? Ça va. Demain, c'est vous qui animez? Mais vous avez répétition cet après-midi ou pas? Après le nettoyage. Ah, c'est après le nettoyage, ok. Amen. Merci Rosette. Voilà. Bien, alors, bienvenue. Et merci encore de votre présence. Le terme pour désigner le travail que vous faites là, enfin qu'on fait nous tout le monde, hein,
c'est quand on n'est pas ordonné, voilà. On est des agents pastoraux. C'est ça le terme. Voilà, quand tu te déplaces, il fait comme ça. C'est pour faire fumer. Voilà. C'est parce que c'est toujours, on revient toujours, c'est la prière. Est-ce que c'est la même personne que l'on voit ici, c'est la même personne que l'on voit à la télé? Bien sûr, Roch, il est quelqu'un de naturel. Il se conduit avec nous de la même façon qu'il se conduit en public, quoi. En politique, il a un autre registre. Mais dans le religieux ou dans le coutumier, c'est pareil aussi. Il explique les choses, il a sa façon de voir les choses, une opinion à donner, avec la même fermeté, hein, il le dit. Donc voilà, et puis après on arrive au signe de la croix, mais on va faire le samedi prochain. Alors, vous avez l'image d'un homme qui a des propos parfois fracassants, et pourtant vous êtes un homme de foi. Vous avez fait des études de théologie, est-ce que c'est pas paradoxal? Pourquoi ce serait paradoxal? C'est absolument paradoxal. On parle de paix, l'homme, il est complet, lui. Voilà. Après, ce sont surtout les Européens qui font des petites cases. Voilà. Et si tu es là, il ne faut pas être là. Si tu es là, il ne faut pas être là, etc. Nous, on est complet, nous. Voilà. D'ailleurs, au niveau politique, on le dit aussi. Au niveau politique, l'Union calédonienne, c'est 3 béquilles. L'Union calédonienne, ça a toujours été ça. Nos anciens nous ont toujours dit, nous, on continue à le dire. Il a une béquille, donc la politique en elle-même, une béquille coutumière et une béquille religieuse, d'église. Donc, si vous voulez, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je gère comme je peux. Puisque, comment dire, je suis un croyant, voilà. Comme vous avez dit, bon, c'est vrai, mon premier souhait, c'était, comment dire, d'être prêtre. Voilà, d'être prêtre. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, d'ailleurs, ils ont fermé le séminaire. Le grand et séminaire. sinon, vous serez prêtre peut-être je pense, oui, je ne sais pas, peut-être. Mais comment ils ont fermé le séminaire, c'est comme ça que moi je suis parti en France. Mais après, à un moment donné, donc il y a à peu près 30 ans maintenant que je m'occupe de la paroisse de Cerne, bien avant de faire la politique. Donc j'étais chef, ça fait 30 ans que je suis chef cette année. Et ça fait 30 ans que je suis président du conseil pastoral. Donc bien avant que je fasse de la politique, que je sois un homme, si vous voulez, public. Et donc, j'ai dû reprendre mes études de théologie parce que, pour aider justement l'Église, et justement au niveau de la formation. Et là, je suis en train de finir mon master de théologie avec la faculté de théologie de Strasbourg. Justement pour, là, ces personnes que vous avez vues tout à l'heure, là, ce sont les ministres. Donc c'est moi qui assure leur formation sur le Mont d'Or, les ministres qui... on les appelle les ministres extraordinaires de la communion ou de l'Eucharistie, c'est-à-dire sont les ministres, enfin les personnes qui aident les prêtres à distribuer la communion. Le ministère, d'accord. On va passer à la dernière rubrique. Mon pays, on va parler d'économie du pays en cas d'indépendance et de l'après 2018. On ouvre cette rubrique avec une question économique posée par Daniel Oshida du MEDEF. Oui, bonsoir Roch. Je voudrais te poser une question. On sait que l'investissement public est un moteur pour l'économie calédonienne, pour nous les entreprises en particulier. Je voudrais savoir, dans le cadre d'une restriction budgétaire, comment comptes-tu perpétuer ce système, ce financement économique de l'investissement public? Vous répondez? Oui, ben écoutez, je crois qu'on a quand même des bonnes nouvelles, là. Je veux dire ça à Daniel Oshida, une bonne nouvelle, puisque je crois que c'était dans le journal d'hier que le président Germain a annoncé, peut-être voilà, qu'on est en train de rééquilibrer les comptes de la Nouvelle-Calédonie, et puis peut-être que, bon, il faut espérer qu'on pourrait avoir, développer les politiques publiques à partir du moment où nous ne sommes pas tout à fait on n'est plus complètement dans le rouge. Donc, nous sommes en train de sortir. Donc, on espère que dans avec l'examen du budget supplémentaire là, qui est en train de se pointer son nez après l'élection du bureau et puis la mise en place du gouvernement, puisque en principe le gouvernement devrait tomber donc à partir du 18 juillet ou un petit peu avant. Donc on espère donc avoir tous les éléments en main pour pouvoir continuer à poursuivre justement ce que demande Daniel, c'est-à-dire de continuer à favoriser pour injecter
des finances dans l'économie du pays pour pouvoir investir, créer des emplois, épargner, etc. D'accord, ça c'est on va dire une vision à court terme, mais à long terme, dans le journal de l'UC d'août 2016, il expliquait que la Nouvelle-Calédonie finance déjà ses compétences à 80%. Si toutes les autres compétences, notamment régaliennes, étaient transférées, comment pourrait-elle être financée? Dans ce cas, il y aurait 97 milliards à trouver, hein, selon les estimations de l'UC. 97 milliards, c'est 27 milliards part de l'État dans les collectivités, la Nouvelle-Calédonie, plus le coût des compétences régaliennes d'un peu plus de 69 milliards. Sur les compétences régaliennes, je pense que ça, ce sont des compétences de souveraineté. Ces compétences-là, là, on part d'un moment. Et là, c'est le moment où nous sommes, encore un pays sous tutelle, donc d'une puissance européenne, donc en l'occurrence la France, et le contenu de ces compétences régaliennes-là, et donc les financements, donc, ne dépendent pas de nous. Ça, ce sont les choix qui sont faits par la France. Lorsque le pays va accéder à l'indépendance, soit directement ou peut-être par étapes, on ne sait pas trop, hein, ça va commencer à se décanter là, dans les mois ou en tout cas dans les années qui viennent. Peut-être qu'on ne retiendra pas l'ensemble de l'exercice, l'ensemble de ces compétences-là, et donc l'ensemble des charges qui viennent avec. Par exemple, la question, de maintenir une armée. Voilà, justement. Voilà. Pour l'armée, est-ce qu'il faut maintenir une armée? Ça coûte cher, justement. Oui. La défense, c'est une compétence régalienne qui coûte cher. Voilà. Vous n'êtes pas favorable, mais aujourd'hui, cette armée, elle traque, par exemple, les Blue Bots dans la zone économique et la ZEE. Le pillage de nos ressources marines par ces Blue Bots vietnamiens, par exemple, économiquement, ça va nous coûter très cher. Comment on va faire pour s'en protéger? Mais ça coûte très cher, mais ils ne sont même pas capables d'attraper tous les bots, là, tous les Blue Bots là, qui circulent autour de la Grande Terre. Ils le disent d'ailleurs. Il ne peut pas être. J'entendais encore un commandant le nouveau bateau là, qui est arrivé là. Il disait qu'on ne peut pas contrôler tout. Donc, déjà là, ça coûte drôlement cher en ne contrôlant pas tout. Bon, j'imagine que demain, si le pays accède à l'indépendance, mais tout ça, ça sera la discussion. Mais c'est évident que ça va être très compliqué d'attraper tout, puisque à l'heure actuelle, même les grandes puissances, ils n'arrivent pas à attraper tout le monde. Donc comment voulez-vous que demain, un petit pays comme nous va pouvoir attraper tout le monde? Donc ça veut dire que ce sont après des partenariats à trouver. La France, il est encore par ici dans le Pacifique, bien sûr, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les pays qui nous entourent. C'est dans un, mais c'est ce qui se fait déjà. Donc c'est dans une démarche de partenariat avec ces pays-là. Et évidemment, ça va quand même nous coûter un peu moins cher quand même. Ça, je parlais de la défense. Et puis bon, l'armée qui est maintenue ici, bon, ça c'est c'est de la compétence régalienne. C'est la France qui finance, mais la question, comment c'est possible? Est-ce qu'on a besoin de maintenir autant de militaires, voilà, pour un petit pays comme ça? Voilà. Après le référendum. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que ce que j'ai dit, c'est au moment où nous parlons, évidemment que ça coûte cher, c'est un gros geste, mais ça dépend de ce que vous mettez dans ces compétences-là, ou en tout cas le contenu. Et puis l'exercice de ces compétences, ils peuvent être aussi partagés. Voilà. On va poursuivre on va parler de l'après 2018. Lundi, c'était le 29e anniversaire des accords de Matignon. Vous étiez acteur de cet événement. C'est pour cela que vous avez été invité avec d'autres à une causerie autour de ce fait historique. On regarde. Contrairement à ce que tout le monde pense, le 26 juin 1988, à Matignon, on a eu ça, c'est quelque chose de symbolique, cette poignée de main qui est rentrée maintenant dans les livres d'histoire. Et ça, c'est le geste fort, c'est celui qui restera toujours gravé dans la mémoire collective des Calédoniens, de toutes les communautés. Mais, quand cette poignée de main a été faite, rien n'était en réalité signé. Le 25 juin, donc, on se trouve dans l'après-midi, donc dans la chambre d'hôtel des Trois, parce qu'ils avaient loué une chambre d'hôtel, il y avait 3 lits dedans. Donc voilà, je me suis retrouvé avec eux. Voilà, Jean-Marie Yewene et puis Léopold. Voilà, et moi je me suis retrouvé là avec eux, et puis on a commencé à discuter. Et à un moment donné, j'ai compris que suite à la bilatérale que l'État avait organisée avec le Premier ministre
et Jean-Marie Tjibaou, Jean-Marie n'était absolument pas prêt à signer quoi que ce soit. C'est un fait historique majeur pour le pays et pourtant on le voit très peu de personnes dans la salle. 2018 approche, le défi est de taille pour motiver la population à aller voter à ce référendum. Comment allez-vous faire? Ah ben, ça va être le problème des partis politiques, ça. Voilà, ça va être le problème des partis politiques puisque nous avons maintenant, disons, 18 mois pour préparer les populations à l'exercice de ce droit. C'est un peu un exercice de droit à l'autodétermination, même si on dit que c'est une consultation référendaire. Donc, c'est vrai, comment les partis politiques sont, avec leur structure, donc sont interpellés pour pouvoir préparer au mieux les populations donc à se prononcer. Et je pense que c'est important dans la mesure où il y a eu tellement de manipulations qui ont été, faites autour du référendum, autour de l'indépendance, autour même de la signature ou du sens donné à l'accord de Matignon. Il ne faut pas quand même oublier que l'accord de Matignon nous a coûté quand même, nous les Kanaks, la mort de Jean-Marie, la mort de Yewene, la mort, j'ai oublié son nom, le pasteur là, qui a tué Jean-Marie et Yewene. Donc, tout ça, il ne faut pas oublier. Et puis, quand je disais là, justement, ce jour-là... Mais comment allez-vous faire? Il faut arrêter de toujours parler de paix, puis ensuite, toujours le fait de parler de paix, ça va couvrir toutes les inégalités qui sont là. Moi, j'ai dit, le jour-là, quand on a fait la réunion là, lundi, que la paix ne va pas avec un autre mot qu'il faut la coller donc à ce mot-là. C'est la justice. La justice dans son sens global, la justice humaine. Si vous ne rendez pas justice aux gens qui en ont besoin et qui estiment que leurs droits ne sont pas respectés, notamment les jeunes, par exemple, on va parler des jeunes tout à l'heure, mais aussi ceux qui sont défavorisés et qui vivent avec très peu de revenus, ce qui fait que 25% de la population de la Nouvelle-Calédonie vivent donc, au-dessous du revenu minimum. Donc c'est ça la justice. On ne peut pas parler toujours de paix, puis ensuite maintenir, si vous voulez, des inégalités, c'est-à-dire faire en sorte que cette justice ne soit pas respectée. Vous voyez, les deux choses doivent aller ensemble. C'est pour ça que je dis, moi, ne refaisons pas l'histoire de ces accords-là. Attention, ne refaisons pas l'histoire de ces accords-là. Il y a des choses qui ont été dites, et notamment du rééquilibrage. Bon, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne parlait pas de rééquilibrage. Mais le rééquilibrage, pour nous, les indépendantistes, mais c'est le maître mot des accords de Matignon et de Nouméa. S'il n'y a pas de rééquilibrage, mais comment voulez-vous qu'on arrive au bout du processus dans lequel nous sommes? On revient au référendum. Nous avons fait un sondage. Sur notre sondage, 54,2% de la population serait contre l'indépendance. Est-ce que vous pourriez accepter une indépendance association avec la France, par exemple, comme Niue ou les îles Cook, qui sont indépendants mais en libre association avec la Nouvelle-Zélande? Je pense que ce dispositif-là, il viendrait dans le déroulé de l'accord à l'issue du troisième référendum. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que nous avons rajouté donc, à la dernière modification de la loi organique le troisième référendum qui n'avait été pas prévu dans la loi organique de 99. Mais ça a été prévu au moment des accords. Mais si nous avons prévu 3 référendums, c'était bien pour ça. C'est-à-dire que, on était, si vous voulez, on partait sur le principe que peut-être au premier référendum, au deuxième référendum, les gens ne comprendraient pas exactement, ce projet-là d'accession d'un pays à l'indépendance. Donc il fallait avoir du temps pour pouvoir, expliquer. Alors accepter ou ne pas accepter, mais nous avons accepté puisque nous avons prévu 3. Si on partait du principe qu'on n'allait pas accepter, on va prendre... Donc vous acceptez bien peut-être une association, une indépendance association? Non, je parlais peut-être, je me suis trompé dans ma réponse, je n'ai pas été assez clair. Nous allons accepter le résultat. Maintenant, sur la question de l'indépendance association, qui est une alternative aussi, qu'une possibilité reconnue par les Nations Unies. C'est reconnu par les Nations Unies. Donc c'est quelque chose, pour nous, si vous voulez, à l'heure d'aujourd'hui, nous ne sommes pas sur cette vision, dans cette démarche-là, mais il se peut que, je ne sais pas, au troisième référendum, les discussions et puis une association, mais peut-être pas avec la France.
nous, on pourrait nous associer, mais nous, ce qui nous intéresse le mieux, c'est de nous associer avec les pays qui sont autour de nous. Les pays autour, d'accord. Dans la région océanienne, on va dire. Alors, en 1996, le Figaro, à l'époque, a révélé que vous avez signé un accord d'autonomie interne avec le RPCR en plein comité des suivis des accords de Matignon-Oudinot. Cet accord stipulait que les parties conviennent que le consensus ne pourra être atteint qu'en reconnaissant à la Nouvelle-Calédonie une identité propre au sein de l'ensemble français. Qu'est-ce qui vous avait motivé à signer cet accord? En fait, c'était pas un accord qu'on a signé. C'est un peu comme c'était une déclaration d'intention. Et c'était uniquement pourquoi ils m'ont demandé de signer. C'était Jacques Lafleur qui avait demandé pour pouvoir, présenter, disons, cette déclaration d'intention directement au Conseil constitutionnel, de façon à ce qu'au niveau du Conseil constitutionnel, à l'époque, c'était M. Mazo, si je ne me trompe pas, qui présidait, et il était en relation avec Jacques Lafleur pour que M. Mazo examine la possibilité d'une modification de la Constitution, donc en 1998. Et puis, bon, après, normalement, c'était une déclaration, mais interne. Et puis, ils ont fait une erreur monumentale de le sortir, de le sortir dans le Figaro. Mais ce n'était pas prévu comme ça. Et puis, moi, je devais ensuite en parler au sein du bureau politique, au sein du FLNK, mais ce n'était pas un accord. C'était comme un genre de déclaration d'intention pour pouvoir tester le président du Conseil, pour que le président du Conseil, c'était à sa demande à lui, que le président du Conseil constitutionnel de l'époque puisse, tester, voilà, pour le coup, tester une alternative, ou je ne sais pas comment on pourrait dire ça, pour pouvoir intégrer dans la Constitution les modifications qui pourraient être apportées à l'issue d'un accord politique final. Voilà, bon. On arrive au terme de cette émission. Roch Wamitan, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans un mois. Bonne soirée à vous.